Bonjour Samuel, merci de ta disponibilité. Bonjour Seb. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de faire un petit point sur qu'est-ce qu'il y a dans le mainnet, pourquoi, comment on peut s'y connecter, quels sont les types de transactions qu'on peut effectuer. Et puis un petit peu les challenges, parce qu'effectivement, là, le déploiement de cette première version a été un vrai challenge, dans le sens où il a fallu travailler les couches réseau, les couches de stockage, les couches transactionnelles, les couches TPM qui permettent notamment la partie sécurité. Et du coup, si tu veux bien, on va peut-être lancer une petite démo sur la partie transactionnelle et Oui, faire voir un petit peu comment on arrive maintenant à faire une transaction sur notre blockchain public Arketic. ouais, tout à fait. Alors, je partageais mon écran. Ça, vous êtes tous capables de voir. OK. Donc, déjà, première chose, c'est qu'on a déployé un Explorer. Donc, en fait, chaque nœud est un Explorer, ce qui est une nouveauté euh, en l'état. Vu qu'on a ce concept de sharding et tout ça, on va pouvoir de n'importe quel point d'entrée demander les transactions euh, et les voir. Mm. Et donc, on va commencer par exemple par créer une première transaction. Donc, on va faire un transfert de Yuko. Donc, ici, c'est une petite interface graphique qu'on a construite basée sur la librairie JavaScript qui est disponible sur le GitHub. Ça décrit un peu comment on peut construire une transaction. Donc, ce genre d'écran, en fait, pourra vraiment être adapté et être embarqué dans un wallet mobile, etc. Parce que toutes les étapes, en fait, peuvent être facilement D'ailleurs, si, utilisées. sans vouloir trop t'interrompre, on a un développeur là qui travaille sur justement une application mobile qui va permettre justement de faire des transactions. Tout à fait, tout à Ouais. fait. On a un contributeur externe qui est en train de développer une application mobile, un premier wallet avec la technologie Flutter, qui permet en gros de pouvoir créer une application mobile sur différents types de plateformes, iOS, Android, web, desktop aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, donc on travaille avec lui pour développer également ce genre d'outils. Donc voilà, donc euh, on va commencer par créer une transaction. Donc, comme on parle de transaction chain, euh, chaque chaîne en fait a sa propre chaîne cryptographique. Donc, en fait, pour ça, on a besoin d'un point d'entrée, d'entropie qu'on appelle une seed ou une passphrase, qui va permettre de pouvoir générer un nombre illimité de transactions dans cette chaîne. Et donc, on a besoin de cette clé d'entrée pour générer toutes les transactions d'une chaîne. Donc, par exemple, euh, Alors juste pour mettre pour expliquer à tout le monde. Donc en gros, l'objectif, c'est effectivement tout le monde va pouvoir se connecter par l'intermédiaire de ses doigts en générant automatiquement des clés qui lui sont propres. En attendant, on va marcher effectivement en attendant que le dispositif soit disponible. On va fonctionner à partir de clés cryptographiques qui sont générées à partir de ce qu'on appelle des seeds. Donc c'est des phrases, un ensemble de phrases qu'il faut retenir et qui vont permettre à chaque fois de pouvoir régénérer la clé privée. Donc c'est un peu comme ça fonctionne dans toutes les autres blockchains, si ce ouais. n'est que dans la blockchain Arketic, il va y avoir le dispositif biométrique qui va largement simplifier les choses par la suite. Voilà, tout à fait. Et aussi une nouveauté qui va arriver prochainement, qui est la gestion des keychains et des wallets décentralisés. C'est-à-dire que pour le moment, on est en train de le mettre à la main, mais l'idée c'est que soit avec l'appareil biométrique, soit avec un mot de passe, soit avec une clé USB, soit avec une carte NFC, on va être capable de pouvoir accéder à son wallet décentralisé et ne plus avoir à taper ce genre d'informations pour pouvoir générer des transactions. Donc ça sera bien sûr sécurisé, chiffré, et uniquement vous pourrez y accéder. Et donc les applications pourront s'adapter. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien utiliser une ledger comme source d'entrée pour, euh, pour générer des transactions. Donc, ceci étant dit, donc j'ai récupéré une seed où il y a déjà des Yuko transférés dessus. Comme ça, je vais être capable de pouvoir faire d'autres transferts. Donc, à partir de ce moment-là, le réseau va automatiquement détecter à quel état de transaction je suis, si je suis à
à la première, à la deuxième, à la troisième, ce qui va permettre de pouvoir générer les clés cryptographiques associées pour pouvoir signer les transactions. On peut également spécifier le type de transfert, le type de transaction que l'on souhaite faire. Quand on veut déployer du code smart contract, on peut le mettre. Quand on veut déployer du contenu également, pour héberger des secrets, pour autoriser des personnes avec leur clé publique à pouvoir lire ce secret. Et la partie qui nous intéresse, c'est par exemple de faire un transfert de Yuko. Donc, je vais récupérer une adresse où je peux envoyer cela. Donc maintenant, je vais lui spécifier un montant. Par exemple, je vais lui envoyer 10 Yuko. Et je veux générer la transaction. Hop. Donc là, j'ai par exemple l'adresse de la transaction. Je peux la copier comme ça, je peux voir sur Explorer. Voilà, j'ai envoyé la transaction. Ça m'a dit que c'était en processing. Et du coup, là, j'ai vérifié la transaction. Donc, la transaction est passée. Donc, dans l'Explorer, en fait, on peut voir toutes les composantes de la transaction, que ça soit une vue globale, mais on peut aussi voir toutes les entrées, parce que vu que le réseau archétype se base sur des transactions chain et avec un modèle UTXO, on est capable de voir les entrées. Donc là, par exemple, j'étais capable de faire cette transaction parce que c'était une des adresses des pools de distribution du token. Donc, il y a un certain montant, on va dire. Et donc, je suis capable de pouvoir faire cette transaction parce que j'ai assez de ressources dedans. Donc, par exemple, là, j'ai envoyé à cette adresse d'Iyuko. Donc, on peut voir toutes les informations, les clés publiques, les signatures, le résultat de la preuve de travail, la preuve d'intégrité. On peut voir les récompenses des nœuds, combien il me reste en entrée non dépensée, les frais de transaction, etc. Et bien sûr, les contre-validations d'autres nœuds. Donc, par exemple, si je vais maintenant sur l'adresse où j'ai envoyé ces 10 Yuko, je peux voir que maintenant j'ai une entrée de 10 Yuko qui vient de l'adresse de cette transaction. Donc, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que finalement, il n'y a plus vraiment cette notion de wallet unique, dans le sens que chaque transaction est comme un nouveau wallet. Dans le sens que à chaque transaction, on va remettre la nouvelle balance dans cette transaction, ce qui permet d'avoir un accès très rapide à l'état d'un compte. Ce que tu veux dire, c'est contrairement à Bitcoin, Ethereum, où il faut avoir exactement l'adresse du wallet, là, n'importe quelle adresse de la chaîne de transaction associée à cette wallet donnera le même montant à la fin, en fait. Tout à fait. En fait, on a un mécanisme en fait de résolution d'adresse, ce qui veut dire que si je veux demander, si j'envoie un transfert à la première adresse d'une personne que je connais et que lui il est à sa 10e, et ben l'argent va être envoyé à sa 10e automatiquement. Et dans chaque transaction, on va reavoir la balance, la nouvelle balance que la personne aura faite en fonction des entrées non dépensées, ce qu'il aura reçu. Alors effectivement, pour tout le monde, ce qui se passe quand on parle d'un wallet Bitcoin ou autre, donc on va avoir plusieurs adresses, plusieurs wallets. Le logiciel va devoir regarder sur tous les wallets indiqués qui s'est passé dessus pour savoir à la fin le montant. Le gros avantage de cette blockchain, c'est qu'effectivement, je tape n'importe quelle adresse, je pointe directement sur la dernière, et dans la dernière, je vais avoir l'ensemble des transactions et le montant quasiment instantanément disponible en fait. Tout à fait. Un autre point que l'on peut montrer également dans cette transaction, c'est que ce qu'on a appelé le validation time, c'est-à-dire tout ce que les mineurs vont valider par rapport à cette transaction va être reporté dans la transaction validée. Donc, on va pouvoir voir la résolution des adresses qui ont été exécutées. C'est par rapport à ce qu'on disait juste avant. Mais également, on a intégré en fait dans le mécanisme des frais de transaction un certain pourcentage qui va aller au network pool et en le mécanisme et en le
et on le schématise avec un mécanisme de burn. Donc là, par exemple, on a 10% des frais de la transaction qui ont été envoyés à une adresse de burn et qui représente en fait la partie les 10% du network pool qui est brûlé pour assurer une bonne inflation. Maybe, peut-être Seb, Oui, tout à peux fait. Alors là, ça, c'est un truc assez génial. C'est-à-dire que toutes les blockchains qu'on connaît aujourd'hui font du burn, on va dire, quand ils veulent. Là, ce qu'il y a de vraiment très bien, c'est qu'à plus le système est utilisé, plus les Yuko sont brûlés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à la fin? On va dire si la masse monétaire vaut, par exemple, 10 000 euros, moins il y a de Yuko dans le système, et plus chaque Yuko unitairement va avoir plus de valeur. Donc en gros, c'est un espèce de système effectivement qui permet dans le temps d'avoir toujours une augmentation de valeur de l'écosystème. Donc c'est quelque part un sacrifice parce qu'effectivement il y a de la perte de valeur sur chaque transaction, mais alors par contre l'écosystème il gagne, c'est-à-dire qu'on est sur un système où dans le temps on ne peut que gagner. Alors, Pardon. je reviens peut-être aussi sur un point, c'est qu'on a vu tout à l'heure sur ton écran qu'il y avait une note de connecté. Alors, je pense que là, ce qui Oui. s'est passé ce matin, c'est une mise à jour de la partie 1 PNP qui, donc là, il faut attendre que tous les nœuds se remettent à jour pour viennent se reconnecter sur le système, c'est ça? Tout à fait. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, en fait, on a un concept de nœuds actifs et de nœuds autorisés, on va dire, et un concept de nœuds qui sont en attente. Et donc, vu qu'on a un mécanisme de synchronisation via de la beacon chain, dû en fait au concept de sharding, en fait, chaque jour, les nouveaux nœuds actifs en fait vont se mettre à jour. Et donc on va intégrer au fur et à mesure les nouveaux nœuds que l'on aura activés dans le réseau. Donc voilà. Et donc là en fait toutes les statistiques en fait vont être mises à jour quand la beacon chain en fait aura fait son résumé de la journée pour avoir par exemple le nombre de transactions par seconde pour la journée, le nombre de transactions dans la journée et ainsi de suite. Et donc là actuellement on a déployé 2 nœuds pour le moment. On essaie de s'assurer que ça fonctionne bien sur chaque nœud. Ouais. Alors, c'est 2 nœuds. Alors, donc, là, il y a 25 nœuds qui ont été envoyés chez les Unirizers. Donc là, c'est simplement, ils sont en train de se mettre à jour et ils vont rejoindre petit à petit le réseau. Donc, ok, très bien. Donc là, c'est suite à la mise à jour de l'UPnP où il y a eu effectivement quelque part, ça ressort et ça revient suite à la mise à jour, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Alors effectivement, pour tout le monde, élément extrêmement important. Donc, on aurait pu faire effectivement un peu comme toutes les autres blockchains, c'est-à-dire acheter sur un cloud des milliers de serveurs. Hein, il y en a pour quelques centaines d'euros, c'est pas très cher. Et dire qu'effectivement la blockchain avait, je sais pas, 10 000 nœuds sur un cloud, ce qui n'aurait rien voulu dire. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est une blockchain qui soit vraiment décentralisée, c'est-à-dire que c'est pas un cloud, c'est vraiment chez les gens. Et c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce qu'il faut être capable de marcher avec une vieille box Orange, avec une nouvelle box SFR, avec une version intermédiaire de Bouygues par exemple, pour que à chaque fois le nœud puisse être joignable par le reste du réseau. Donc il y a un vrai challenge technique aussi dessus. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur un réseau extrêmement représentatif qui utilise le cryptoprocesseur à l'intérieur du mineur, ce qu'on appelle le TPM, et qui se base sur des réseaux complètement vulgarisés. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce que je disais, c'est pas mal de challenges à résoudre. Et en fait, pour identifier de manière cryptographique, en quelque sorte, l'origine et quelle clé est utilisée, en fait, dans notre algorithme de cryptographie, on a un concept de versionning que l'on peut voir en fait à l'écran. Je vais vous expliquer. Donc en fait, là par exemple, là c'est une clé publique d'un nœud. Et en fait, on a ajouté au début de cette clé publique 2 informations. La première information, c'est par exemple quel type d'algorithme de clé publique est utilisé. Et le second est par exemple quelle est l'origine. Donc là, en fait, là, ça veut dire que ça vient d'un TPM. Et par la suite, on pourrait intégrer des clés USB.
Et, et, et pour des versions de test, on peut utiliser des clés software également. Alors j'en profite pour faire un petit focus parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde qui râle potentiellement sur le fait d'utiliser l'algorithme de cryptographie CDIC, la version NIST ou autre, etc., plutôt proche de la NSA. En gros, ce qu'on a fait, c'est un système qui est capable de choisir son algorithme. Donc demain, ça peut être n'importe quelle courbe utilisée en elliptique. Ça peut être aussi d'autres algorithmes qui arriveront par la suite. Donc ça, c'est extrêmement important. En gros, le système, peu importe, il a plusieurs algorithmes, il a une liste d'algorithmes compatibles, et ensuite, les mineurs vont simplement miner à partir de ces algorithmes. Tout à fait. Par exemple, actuellement, les mineurs supportent trois types de courbes elliptiques, la NIST, celle de Bitcoin, et ce qu'on appelle la courbe Edward. Voilà, donc au fur et à mesure que les appareils ils vont pouvoir supporter plus d'algorithmes, par exemple, pour le moment, TPM ne supporte principalement que les algorithmes de type NIST. Donc on utilise ça, mais les clés USB futures vont sûrement supporter des clés Edward qui sont un peu plus sécurisées. Donc c'est voilà, ça peut évoluer au fil du temps avec ce mécanisme de cryptographie adaptive. Très bien. Je pense que tu voulais. Alors, je sais pas si on peut voir aussi un exemple de smart contract ou. Alors oui. Alors j'ai récupéré en fait parce que on a un concept aussi dans le réseau archétype qui est les chaînes d'oracle. Et donc, dans chaque type de transaction réseau, pour éviter voilà, des perturbations, on met aussi du code du smart contract dedans pour s'assurer que voilà qu'une chaîne de transaction en fait n'est pas je veux dire qu'elle est consistante et que son intégrité reste la même, parce que comme ça, les autres nœuds peuvent vérifier cette information. Et donc, dedans, on a par exemple mis un code de smart contract qui définit en fait une condition d'héritage de cette transaction dans la chaîne. Ce qui peut s'assurer que les prochaines transactions émises par les nœuds, par exemple, ils ne vont pas dépenser l'argent dessus, ils vont garder le contenu, ils vont s'assurer qu'il y a un certain type de transaction pour effectuer un certain type de traitement. Pour paraphraser ce que tu dis, en gros, cette contrainte d'héritage fait que dans le futur, on est certain que les mineurs ne valideront jamais une transaction dans laquelle on a modifié des choses qui n'avaient pas le droit d'être modifiées. Tout à fait. C'est-à-dire que par exemple là dans cette transaction, après je vais vous montrer la chaîne de la transaction, on va dire par exemple ok, ce type de transaction Oracle, elle peut que avoir deux types, Oracle et un sommaire d'Oracle qui sera fait à la fin de la journée. Et en fait on veut aussi s'assurer que le code en fait il reste le même, excepté quand c'est un type de transaction sommaire. Dans ce cas-là, en fait, on arrête tout et on dit voilà, on va plus loin, on ne va pas plus loin dans cette chaîne. Et donc ça, en fait, ça permet d'empêcher tout type de modification si on souhaite. Juste pour vous montrer aussi ce que ça fait, par exemple, ce type de transaction Oracle. Donc, en fait, ça va récupérer, par exemple, là, le prix du Yuko sur des sites externes. Donc, en fait, ça va communiquer avec le monde extérieur pour récupérer ces informations. Et donc, ça, c'est une information utile parce que l'algorithme de frais de transaction, il se base sur la valeur réelle du Yuko en dollars ou en euros. Alors, je vais peut-être, du coup, encore une fois, désolé, reparaphraser. Donc là, en gros, on se retrouve, par exemple, sur Ethereum, on connaît le mécanisme des oracles, mais qui sont des systèmes centralisés à l'extérieur du réseau Ethereum. Donc là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que ce système d'oracle est directement intégré à la blockchain elle-même. C'est-à-dire qu'elle est capable, dans la transaction, d'intégrer directement ces données-là. C'est ça. C'est par exemple, pour ça, en fait, pour ce type d'oracle, pour ce service de Yuko, en fait, dans le code de la blockchain, en fait, on peut spécifier différents types de services et différents types d'implémentations pour ces types de services. Et donc là, par exemple, là, ça va chercher le prix sur CoinGecko. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer d'avoir des API qui peuvent répondre à quelque chose où on peut vérifier le contenu, etc. Et en fait, les nœuds vont aussi
s'assurer de ce contenu-là via le consensus Arch. Donc voilà. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait créer un smart contract d'assureur, en disant je vais assurer un cultivateur sur ses récoltes, par exemple sur une sécheresse ou autre. Donc là, on peut par exemple connecter l'oracle sur Météo France, sur Yahoo Météo et ainsi de suite, et automatiser quelque part le remboursement de l'agriculteur si effectivement la météo a été concordante sur plusieurs sites, par exemple, avec une catastrophe telle que peut le considérer un agriculteur. C'est ça? Tout à fait. Par exemple, dans le code de smart contract, on pourrait dire que ok, je veux une action en fonction d'un événement, ce qui vient de la chaîne d'Oracle. Et donc on est capable d'après de analyser le contenu de cette transaction et déterminer par exemple si on veut récupérer l'information de la météo et faire un traitement dessus. Et donc on pourra effectuer un remboursement ou autre type de traitement. Parce que à chaque fois qu'une information de la chaîne Oracle va être modifiée, en fait, tous les nœuds vont pouvoir déclencher les smart contracts qui dépendent de cette chaîne d'Oracle. Super. Bah, écoute, merci, c'était super clair. Je crois qu'il y a aussi, tu voulais peut-être parler un petit peu des NFT. Alors, oui, alors tout à fait. Je je sais pas si tu veux que j'introduise un petit peu avant les NFT et les NFT dans Archétype. Si tu veux. Donc en gros, on a conçu les NFT comme des non-financial tokens. C'est-à-dire en gros, ils n'ont pas de valeur au sens de la blockchain elle-même. Par contre, en fait, c'est des tokens qui vont pouvoir être créés par n'importe qui. Quelqu'un demain va vouloir créer sa crypto-monnaie, donc il va pouvoir utiliser les NFT de Archétype pour créer des tokens, on va dire l'équivalent des ERC20 qu'on trouve aujourd'hui sur Ethereum. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est effectivement, on a des NFT qui permettent de donner une valeur à un asset digital unique, donc par exemple le premier tweet. Hein. Dans ce cas-là, effectivement, le NFT peut aussi permettre de cette partie-là. Et dernière partie, peut-être pour revenir un petit peu aux sources de comment ça a été conçu, c'est qu'initialement, ça a été fait pour les échanges, par exemple, entre voisins, entre amis, c'est-à-dire les échanges de services. En gros, je rends service à mon voisin, mon voisin a rendu service à quelqu'un d'autre, et bien ce quelqu'un d'autre va pouvoir me rendre service et quelque part boucler la boucle. C'est vraiment l'esprit des NFT. C'est-à-dire compatible complètement avec les tokens RC20 qu'on connaît aujourd'hui sur Ethereum, mais également les assets digitaux uniques hein, qui peuvent être vendus, et puis bien sûr la partie échange de façon plus générale. Ouais. Alors, une chose, ce qu'on a voulu faire également dans cette partie de tokenisation, c'est de pouvoir vraiment générer des ressources, des assets, des tokens de manière très facile, sans même avoir à coder quelque chose. Et donc, on a permis de faire ça parce que dans notre réseau, on a différents types de transactions et on peut vraiment spécifier ce qu'on veut en fonction du type de transaction. Et donc, je vais montrer un simple exemple, comment créer un token en une phrase ou en 2 mots, on va dire. Et en fait, ça va montrer en fait la puissance de la customisation des types de transactions et ce qu'on peut apporter en fait en matière d'innovation. Donc, par exemple, là, je suis de retour sur l'écran pour construire une transaction. Cette fois, je ne vais pas définir un type transfert, mais je vais définir un type NFT. Et donc, il suffit en fait, dans la zone de contenu, de mettre combien de tokens on veut créer. Par exemple, je vais taper initial supply de points, allez, 1000. Donc voilà, je vais générer ma transaction. J'ai l'adresse ici, je vais la copier. Je l'envoie. Je reviens sur l'Explorer. Et en fait, là, j'ai créé une transaction de type NFT. Donc, on peut retrouver le contenu que j'ai dit, OK, je veux créditer 1000 tokens. Ce que ça a fait, c'est qu'en fait, les mineurs, ils ont compris cette transaction et ils ont créé une nouvelle entrée non dépensée de 1000 NFT. L'avantage, c'est qu'en fait, quand on va vouloir transférer des NFT, il n'y aura plus d'appel à de smart contracts. Ça sera directement comme un transfert de crypto-monnaie, directement une entrée vers une sortie, une entrée vers une sortie. Ce qui fait que les frais de transaction sont minimes et les performances vont être décuplées parce qu'il n'y a aucune exécution de machine virtuelle ou d'exécution de smart contract. Ça sera vraiment du simple transfert pair à pair.
Et donc, en fait, les nœuds vont comprendre ça et la magie va s'opérer et en fait, on va recréditer la même chaîne de transactions avec les nouveaux NFT. Ce qui veut dire que par la suite, sur cette adresse-là de transaction, je peux envoyer des NFT à n'importe qui et ces personnes pourront les envoyer ou les garder, etc. Alors effectivement, tu mets un point sur un truc hyper important dans ce réseau, c'est que tout est basé sur ce qu'on appelle le UTXO. C'est-à-dire en gros, la vérité, c'est simplement les transactions du passé. Je vais pas avoir ce qu'a expliqué Sam, il ne va pas y avoir de machine virtuelle avec des données qui vont changer à l'intérieur. Une fois que l'état du réseau, l'état d'une transaction, l'état d'un smart contract n'est pas modifié en interne, il se base uniquement sur les transactions qui vont être validées autour de lui. Tout à fait. Et ça, c'est un point extrêmement important qui a été introduit par Bitcoin et qui fait que ce réseau est hyper sûr. Et donc ça, on l'a gardé effectivement. Une autre chose que l'on peut montrer, quand on revient à la liste des nœuds, c'est par exemple si on prend sur les nœuds autorisés, en fait, on va être capable bien sûr d'explorer la chaîne des nœuds, mais on va également être capable de pouvoir récupérer l'adresse où les frais de minage sont envoyés. Et donc, par exemple, sur cette adresse de nœud qui n'a pas encore fait de transaction, on peut voir en fait qu'il a reçu 2 frais de minage de nos 2 transactions. Et en fait, on peut facilement identifier en fait si c'est un transfert Yuko simple ou c'est un transfert Yuko plus un frais de minage. Et donc, ce qui veut dire que dans cette chaîne de transactions, pour reparler du concept UTXO, c'est-à-dire que cette adresse de reversement des frais de transaction pourra maintenant utiliser pas loin des 1 Yuko pour envoyer d'autres Yuko ou créer des NFT ou faire des appels de smart contract. Donc là, ce que tu veux dire, c'est non seulement pour les mineurs, il y a une espèce de revenu, alors pas un revenu, mais on va dire une compensation garantie tous les mois, donc autour de 50 €. Mais au-dessus de ça, il va y avoir, par exemple, si un mineur valide une transaction d'1 million d'euros, bah, il va se retrouver, par exemple, avec 1 000 € en plus à la fin du mois, directement grâce à cette validation, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que lors de la validation, ça va automatiquement envoyer l'argent vers l'adresse de récompense que le nœud aura spécifiée. Et voilà. Et bien sûr, auquel cas ce nœud n'a pas reçu assez de frais de minage durant le mois, on va le récompenser par exemple à hauteur de 50 €. Bon, c'est pas mal pour la partie incitation, effectivement. Un autre aspect que l'on peut montrer qu'il y a sur l'Explorer actuellement, mais qui va s'étoffer au fur et à mesure, c'est un peu la partie gouvernance, c'est-à-dire qu'on est capable de voir le code en temps réel de la blockchain en fait, c'est-à-dire que le code que font tourner les nœuds, on peut naviguer à travers les fichiers, etc. Et bien sûr, on peut le télécharger. On pourra le synchroniser après directement. Oups, désolé. Et par la suite également, on va pouvoir faire des propositions de code pour faire en fait ce qu'on appelle de la gouvernance on-chain et donc pouvoir valider et faire des mises à jour en temps réel sur tous les nœuds avec des systèmes de tests d'intégration et de tests de déploiement et pour s'assurer que tout fonctionne bien et ainsi de suite, appliquer de nouvelles règles dans le réseau lui-même. Alors effectivement, encore une fois pour te paraphraser, donc là on est sur une blockchain où le code est exécuté à partir de la blockchain elle-même, c'est-à-dire que c'est un espèce de système récursif où il n'y a rien à installer, en fait c'est simplement la blockchain qui tourne par elle-même, hein, l'exécutable et la blockchain elle-même, que chaque transaction est gérée un petit peu comme un push sur un Git, c'est-à-dire en gros dès qu'on met un nouveau code, en fait, il vient surcharger le précédent code pour devenir le code valide qui va être exécuté par la blockchain. C'est ça, hein? En fait, ça fonctionne un peu de la même manière que si vous connaissez un petit peu Git. Donc, en fait, on part d'un code initial qui génère la blockchain. Et donc, n'importe quelle personne pourra demander de faire une proposition de code. À partir du moment, en fait, ça va juste être c'est comme si on faisait un git diff, c'est en gros une différence de code entre l'ancien code et le nouveau code. On va envoyer ça dans une transaction, dans le contenu de la transaction.
avec un type spécifique de transaction. Et en fait, les nœuds, ils vont s'assurer que ce code est valide. Et bien sûr, il va y avoir des personnes dues, par exemple, à la fondation avec un comité technique, comité éthique, etc. Et donc, on va pouvoir s'assurer que ça correspond à une demande de la communauté ou bien à une résolution de bug ou à une nouveauté. Et donc, une fois que tout cela aura été validé, en fait, ça va pusher le code en fait dans tout le réseau. Tous les nœuds en fait vont se mettre à jour et vont déployer le nouveau code. Un peu comme si on faisait une nouvelle version de la blockchain. Là, ouais, c'est assez sexy d'un point de vue, effectivement, code et développement. Ouais, tout à fait. Un aspect que je voulais vous montrer également, c'était le concept de chaîne. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, peu importe où je suis dans ma transaction, par exemple, là, j'ai pris une transaction Oracle de tout à l'heure. Là, je peux récupérer la chaîne de la transaction à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes les transactions précédentes à cette transaction, mais aussi je peux récupérer la dernière transaction de cette chaîne. C'est-à-dire que là, ça va automatiquement résoudre pour trouver la dernière. C'est-à-dire que, par exemple, la 00B6, elle était par là, ici. Mais en fait, ça a compris qu'en fait, il y avait 5 transactions au-dessus. Et donc, de cette façon, on est capable en fait de retrouver la chaîne d'une transaction à n'importe quel moment de l'état de cette chaîne. Donc, ça permet de vraiment faire de la résolution d'adresse et donc de ne pas avoir ce problème de se dire mince, à quelle adresse je dois envoyer cette transaction. Il suffit juste d'en prendre une au hasard dans la chaîne et le réseau va s'occuper du reste pour trouver la bonne. Ouais, c'est vraiment super. Merci infiniment, Sam. Donc, j'espère qu'on vous a donné un petit peu plus d'éléments sur qu'est-ce que c'était que ce mainnet, comment on pouvait y participer et ce qu'il y avait vraiment dedans. Donc là, dans les semaines qui viennent, on va créer effectivement des formulaires qui vont vous permettre d'interagir avec. On va effectivement vous offrir des Yuko pour que vous puissiez faire tous vos tests, créer vos smart contracts. Donc voilà, écoute, merci infiniment Samuel, et puis donc à très vite pour les prochaines vidéos. On expliquera peut-être des particularités un petit peu plus de façon plus précise, où on pourra aussi également répondre à vos questions. Tout à fait, c'est avec plaisir. Merci encore. Excellente Merci. journée à tous.